Hello, donc on est le samedi 16 novembre. Je ne vous reprends que là pour ouvrir cette vidéo, parce que je ne sais pas si ça sera un vlog ou une vidéo ponctuelle comme ça, point lecture, parce que je dis vlog, mais quand ça ne fait pas sur plusieurs jours, voilà, bref, on verra bien comment je vais intituler cette vidéo et à quel moment je l'arrête. En tout cas, je reviens pour vous faire part de l'avancée de mes lectures depuis le dernier vlog donc, que j'ai clôturé samedi dernier. Non, dimanche. Je sais plus. Si, dimanche matin. Oui, c'est ça, dimanche matin. Parce que je vous ai montré ce que j'avais emprunté à la bibliothèque samedi après-midi. Donc, c'est dimanche matin. Donc, j'ai terminé depuis Ariane de Jennifer Saint chez Sabran, qui est une réécriture du mythe d'Ariane, la mythologie grecque, et c'est un véritable coup de cœur pour ce roman. Je l'ai surkiffé, comme diraient les jeunes. C'est vraiment, alors déjà la plume est magnifique, et le travail de l'autrice est exceptionnel. Parce que je vous avais dit la dernière fois que je n'avais pas été lire la vraie histoire avant de lire ce roman. Donc c'était quand même une surprise, voilà. Maintenant que je l'ai fini, je suis allée voir précisément, parce que moi je connaissais la base du fil d'Ariane, voilà, sans en plus connaître vraiment ce qu'il y avait derrière. Mais l'autrice a réussi, enfin, a pris toutes les théories sur la vie d'Ariane pour les intégrer dans le roman, et elle arrive à construire une histoire, enfin, une intrigue qui est passionnante du début à la fin. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc il y a l'histoire de base au départ, où Ariane est la princesse de Crète, fille du roi Minos, qui est un véritable méchant, hein, hein. Et elle aide Thésée à vaincre le Minotaure dans le labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Voilà, ça c'est la base. Hein. Et après, elle se fait jeter comme une malpropre et abandonnée sur une île. Et à partir de là, et là, voilà, on découvre la façon dont l'autrice nous raconte toute cette période dans la première partie. Et après, ça s'enchaîne. Euh, et là, en fait, comme il y a plusieurs théories sur ce qui est arrivé à Ariane, bah, ça laisse libre cours à l'imagination de l'autrice, mais elle a quand même pris les différentes théories pour faire une histoire qui tient la route. C'est vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Voilà. J'ai mis plein de petits post-it là, parce qu'en plus, je trouve que les thèmes dans le roman sont hyper modernes et hyper intéressants. L'autrice, elle y parle d'amour, de maternité, de la vie telle qu'on la voit, hein, par rapport à ce qu'elle est dans la réalité, et aussi à comment on apprécie ce qu'on a. Donc, enfin, vraiment, c'est voilà, elle dissèque vraiment les relations amoureuses, les relations de couple, euh, avec un peu, enfin, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, la routine appliquée à cette époque-là. C'est vraiment, enfin, moi j'ai adoré. Et alors, je dis que c'est la plume de l'autrice, mais on en revient toujours à la même chose, de savoir si c'est la traduction vraiment qui sublime l'écriture de l'autrice, ou c'est l'autrice qui écrit comme ça. Et là, j'ai vu que c'était traduit par Benoît Domy. Alors, je ne sais pas si vous allez le aussi. Voilà. Et je me suis renseigné, j'ai googlisé son nom, et c'est lui qui a traduit L'Empire du Vampire de J. Christophe, que j'ai également énormément aimé. Donc voilà. Il faut saluer quand même ces traducteurs, traductrices, parce que sans eux,
si on fait partie de la catégorie qui ne lit pas en VO, et ben, s'il n'y avait pas les traducteurs, on serait bien dans la mouise pour découvrir les belles histoires qui s'offrent à nous, et celle-là en fait partie. Ça fait partie, enfin, les réécritures de mythes ou d'histoires, voilà, deviennent de plus en plus, enfin, grimpent au fur et à mesure dans mes thèmes de lecture favoris, parce que j'avais énormément aimé Circé de Madeleine Miller, Le Chant d'Achille, on n'en parle même pas, c'était un cran au-dessus. Ariane est encore un poil au-dessus du Chant d'Achille. C'est vraiment mes thèmes favoris, mais après il n'y a pas que la mythologie où on réécrit, j'aime bien les histoires un peu comme comment elle s'appelle, elle a un nom, Kiran Milwood Hargrave, qui a fait Les Graciers, donc sur les sorcières, un autre de mes thèmes favoris, mais elle a fait les jeunes filles, c'est les jeunes filles ou les filles qui ne pleurent jamais, où c'est une réécriture d'une histoire avec un monsieur qui a les dents très longues, voilà, je ne vous dis que ça, mais du point de vue des filles, enfin bref, qui était génial, que j'ai énormément aimé, donc ça devient mes thèmes de lecture favoris. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai énormément aimé, adoré même Ariane, qui est un coup de cœur, et vous allez voir après quand je vais vous montrer mes achats que du coup mon coup de cœur pour celui-là a eu un impact sur mes achats. J'ai toujours pas, enfin j'ai avancé un petit peu les Assassins de l'Aube, mais pas en marchant sur mon tapis. Je l'ai fait lundi dernier quand on est allé manger chez mon papa et que sur le retour il faisait nuit. Je ne pouvais pas lire mon livre papier, donc entre me prendre un nouveau livre sur ma liseuse ou avancer dans les Assassins de l'Aube, j'ai choisi d'avancer dans les Assassins de l'Aube. Donc voilà, ça se déroule, hein, mais bon, là on est samedi, ça fait une semaine, j'ai toujours pas remarché sur mon tapis, donc je n'ai toujours pas réécouté Les Assassins de l'Aube, et je pense que je vais changer de support pour le lire, parce que sinon là ça fait presque une semaine d'espace, voilà, je vais perdre le fil et ça va nuire à mon appréciation du livre. Mais bon. En attendant, j'ai commencé La colère de S.A. Cosby, puisque cette semaine, on était dans la troisième, non, deuxième, oui, deuxième vraie, enfin, non, troisième. Ah bah c'est pas clair encore ce truc, parce que le mois de novembre, la première semaine, oui non, la première semaine c'était un roman de moins de 250 pages, hein, pour le Black November de Séverine de Il est bien ce livre, hein. Après, c'était le premier tome d'une saga qui était un fail. Voilà. Et donc, troisième semaine, un livre qui traite du racisme. Et donc, j'ai choisi La colère de S.A. Cosby, où on suit Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins, qui partent à la recherche de ceux qui ont assassiné leur garçon, qui étaient homosexuels ensemble et qui ont été sauvagement assassinés. Donc, voilà. Et alors, Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins, donc les deux papas, sont loin d'être des enfants de cœur, puisque ce sont deux repris de justice qui ont chacun passé quelques années en prison. Donc, autant vous dire que faut pas les faire suer non plus. Voilà. J'aime beaucoup, donc je l'ai commencé mercredi soir, et j'ai dépassé la moitié, j'en suis à la page 229. J'aime beaucoup, ça démarre assez vite, et ça s'emballe. Alors c'est un peu violent, voilà, si vous n'aimez pas les descriptions un peu gore, et voilà, passez votre chemin, ou vous serez prévenu en tout cas que voilà, il est du
n'édulcore pas ce qui se passe, hein, vous prenez, pouf, voilà. Mais j'aime beaucoup le rythme et ça me fait penser, tout comme le premier roman que j'avais lu, Les Routes oubliées, à des films, au film de Quentin Tarantino. C'est rythmé, ça, voilà, et ça me fait penser exactement la même chose, sachant que je trouve que le mode de construction est sensiblement le même que dans Les Routes oubliées. On a une situation donnée au départ d'un, bon, là en l'occurrence Ike Randolph est un homme donc, noir qui à sa sortie de prison s'est comporté admirablement bien pour se noyer dans la société. Il a créé sa société de jardinage, il s'en sort très bien. Voilà, donc dans Les Routes oubliées, on avait un garagiste, pareil, qui s'était détaché de son passé tumultueux pour s'insérer dans la vie et voilà, pas faire de vagues. Donc là, c'est un peu pareil. Et puis, bah, évidemment, il se passe quelque chose qui l'oblige à renouer avec son passé de loupard pour... voilà. C'est le même schéma et le rythme est le même. Enfin, voilà. Mais c'est toujours plaisant à lire, on ne s'ennuie pas, ça avance à bon rythme. Donc c'est encore un plaisir de lecture, j'aime beaucoup. Et idéalement, il faudrait que je l'ai fini demain dimanche soir, ce qui me paraît un peu difficile, on va dire, mais bon, c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, on doit lire le titre où le titre est en rapport avec un mot dans le titre relève du champ lexical de la mort, et donc j'ai choisi de mettre dedans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, et c'est un beau pavé. Donc si je veux tenir dans la semaine, il faudrait que je le commence dès lundi, ce qui supposerait que j'ai fini celui-là demain. On verra bien, si ça dépasse un peu, c'est pas dramatique. En attendant, celui-là me plaît bien, et voilà, et je vais continuer et je vous dirai ce qu'il en est à la fin quand je l'aurai fini. On va passer maintenant aux achats. Donc en 2 parties, puisque dimanche dernier j'ai fait un achat solo complètement non prévu en allant chercher mon pain au supermarché ouvert le dimanche matin. Et j'ai complètement craqué sur la couverture de ce roman d'Elizabeth Haynes, Le meurtre d'Harriet Monckton. Alors je ne connaissais pas, mais la couverture a attiré mon œil, et quand j'ai lu le résumé derrière, ça m'a bien plu. C'est une histoire du meurtre d'une jeune fille dans les années 1840, puisqu'on est au 7 novembre 1843. Elle se fait assassiner, il y a plein de suspects et il faut mener l'enquête. Qui mène l'enquête d'ailleurs Alors, on sait qui sont les... Voilà, bon, bah, on ne sait pas qui mène l'enquête, on va le découvrir dans l'histoire. Et c'est basé sur une histoire vraie, non résolue apparemment, et ils nous disent derrière que l'autrice arrive à nous donner une conclusion brillante à cette enquête jamais résolue et une belle leçon de suspense. Donc, voilà, moi, ça m'a donné envie. Et donc, il sera lu, je vais lire très bientôt encore, comme tous, mais bon. Je pense qu'il y en a qui vont passer avant dans ceux que j'ai là. Parce que, donc, mon coup de cœur pour Ariane a provoqué mon envie de poursuivre dans les réécritures, et en plus en ayant vu une publication sur le compte des éditions Sabran pour la sortie d'un nouveau roman qui est celui-là, donc Lady Macbeth d'Ava Reid. Il me tentait bien, et donc du coup j'ai fait une petite commande, il était dans mon panier Amazon.
Voilà. Et j'ai commandé celui-là. Et comme j'ai adoré Ariane, voilà, j'ai pris derrière Electre de Jennifer Saint pour compléter la commande. Et avec un autre, je vous le montre après, parce que si je vous le montre comme ça, voilà. Donc, le résumé qui est indiqué derrière pour ce roman. Elle sait qu'elle va être mariée à une brute venue d'Écosse qui ne rend jamais les armes. Elle sait que la cour hostile qu'il lui fera sera empreinte de soupçons. Elle sait qu'elle devra utiliser toute sa ruse et sa magie pour survivre. Elle sait ce que Macbeth cache lui aussi de... Elle sait que ce Macbeth cache lui aussi des secrets. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'une prophétie pèse sur les épaules de son mari comme une armure encombrante. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa magie à elle est plus grande et plus dangereuse encore et qu'elle menacera l'ordre du monde. Elle ne le sait pas encore, mais cela viendra. Voilà. Donc ça me tentait bien. Ça change des réécritures de mythes grecs. Là, c'est Lady Macbeth. On verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai pris Electre, où ça nous parle de 3 femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. Alors, est-ce qu'on a envie de lire la 4e de couverture? Alors, il y a toujours les mêmes phrases de Elodie Harper, autrice de L'Antre des loups, que j'ai aussi dans ma pile à lire parce que ça me tentait bien. Elle avait aussi donné son avis sur Ariane, où elle disait que c'était très bien, et là elle dit Electre est un roman sensationnel. Jennifer Saint propose une réécriture d'un ancien mythe qui est totalement palpitante. Donc on a les 3 femmes en question: Clytemnestre, Cassandre, princesse de Troie. Alors, Clytemnestre, femme d'Agamemnon; Cassandre, princesse de Troie; Électre, la plus jeune fille de Clytemnestre et d'Agamemnon. Voilà. Donc c'est leurs histoires. Et je ne vous lis pas la 4e de couverture parce que j'ai envie de faire comme pour Ariane, de découvrir l'histoire sans vraiment revoir avant ce qu'il était de l'histoire, de la vraie histoire, et d'aller voir seulement après. Et quand j'ai mis ces deux-là dans mon panier Amazon, il vous propose toujours en bas une sélection d'autres titres. Alors j'en ai repéré un, je crois c'est Clytemnestre, j'ai oublié l'autrice, mais c'est chez Michel Lafon. Qui est toujours disponible en grand format, mais j'ai vu que le format poche sort en avril 2025. Donc comme là j'en ai pris donc 2 et j'ai Médée que j'avais acheté l'autre fois. Donc voilà, je me suis dit bon allez, tu peux attendre peut-être d'ici avril 2025 qu'ils sortent en poche. Voilà. Donc, et je suis retombé sur Le silence des vaincus de Pat Barker, que j'avais repéré quand il était sorti en grand format, mais que j'avais pas osé m'acheter, ne sachant pas trop, voilà. Donc là, je l'ai mis en poche, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on y va. Pour le coup, le risque est moins grand. Et maintenant que j'ai lu plusieurs titres sur la mythologie et que j'aime bien, je me dis qu'on peut y aller. Donc là, en fait, on suit Briséis, reine de l'Hyménos, qui a vu sa vie s'effondrer en même temps que les murs de sa cité sous les assauts des Grecs. Son mari et ses frères ont été massacrés et elle est devenue l'esclave, le trophée parmi d'autres de l'homme qui l'a conquise, le divin Achille, dont les générations futures chanteront les exploits. Donc, voilà. Après, elle doit choisir entre plein d'options et on va suivre sa vie. Voilà. Donc, ça me tentait bien aussi parce que pour le mythe, autour d'Achille et de ça, j'ai toujours en tête le film 3 où par exemple quand j'ai lu le chant d'Achille, dans ma tête Achille c'était Brad Pitt, quoi. Voilà.
et Patrocle, c'était l'acteur qui jouait Patrocle dans le film, je ne sais plus son nom, mais enfin voilà, je visualisais comme ça. Et donc là, je pense que je vais visualiser la Briseis que l'on voit dans le film 3, que j'avais énormément aimé, parce que en plus dedans, le prince Hector, et c'est Eric Bana, et moi c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bref, bon, donc ça c'est des films. Voilà. Donc j'ai pris celui-là parce que j'aurais pu prendre plein, parce qu'il y en a plein d'autres dans la liste de suggestions là, mais bon, je les note et je vais essayer de ne pas m'emballer de trop, à les prendre tous maintenant pour qu'ils restent pendant des mois et des mois dans ma pile à lire, hein, puisque même là, quand j'ai fait ma commande, monsieur m'a dit mais t'as encore commandé des livres? Et que je lui ai dit bah oui, mais alors pourquoi oui, et en plus je lui ai dit que j'avais hésité et que mon hésitation m'avait fait perdre un jour de livraison. Et que j'avais répondu oui, bah, c'est pas comme si t'avais pas une tonne de livres pour patienter en attendant que ça arrive. Voilà. Donc, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Suivant comment j'ai avancé, je reviendrai vous voir demain matin, ou sinon ça continuera dans la semaine prochaine, et puis on verra bien. Donc je vous dis à plus tard. Hello, donc on est dimanche matin et je viens quand même vous voir pour faire un nouveau petit point sur l'avancée de mes lectures. Alors, je suis toujours dans la colère de S.A. Cosby, mais j'ai avancé un petit peu hier, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que moi j'aime bien. Vous voyez, entre le petit post-it rose et le marque-page, là, indépendamment du nombre de pages lues par jour, j'aime bien, en fait, voir l'épaisseur de mon avancée sur le livre, voilà. Donc c'est toujours aussi bien. Là, il me reste 100 pages pour le finir. Je ne sais pas si je l'aurai fini ce soir, mais c'est pas grave. On verra bien. Je viendrai vous en reparler plus quand j'aurai fini, mais j'aime toujours autant. C'est toujours aussi rythmé, ça avance. Et là, il y a aussi du nouveau qui est arrivé depuis hier. Donc, voilà. Mais hier, quand je vous ai laissé hier matin, après je suis allée faire mes courses. Et comme vous le savez, je passe toujours par le rayon librairie du supermarché. Et je vais le faire dans le désordre, parce que voilà, lui, quand je l'ai vu, on va dire que je l'ai pris parce qu'il y était et que voilà, mais j'hésitais, non, je ne l'avais pas commandé. Alors, je vous montre, après on en parle, parce que voilà, c'est le nouveau roman de Mathias Copping, Cartel 10-11, et c'est le tome 1, Les Bâtisseurs, qui est sorti chez Flammarion le 16 octobre, je crois. Et évidemment que c'était sûr, que j'avais très envie et que c'était obligé que je l'achète, sauf que j'avoue que ce qui me refroidissait un peu, c'est la couverture, parce que le jaune de cette couverture, je le trouve moche. Bref, je suis pas une grande fan du jaune, j'aime pas le citron par exemple, enfin, voilà, donc le jaune n'est pas ma couleur favorite. Ça m'avait fait exactement la même chose pour Le Silence de Denis Lehan chez Gallmeister, quand ils l'ont sorti, la couverture elle est jaune quoi. Voilà, donc c'est Mathias Copping, moi je l'adore, je l'ai découvert avec Le Manufacturier, qui a été un coup de cœur phénoménal, et ensuite j'ai lu Les Démoniaques, qui a été, je crois, encore mieux que Le Manufacturier, enfin voilà, je préfère. Mathias Copping, il a un talent énorme, moi c'est le premier qui m'a fait aimer des romans où les héros sont pas forcément gentils. Voilà. Il y a un petit côté et où, alors je ne veux pas vous spoiler, mais bon, voilà, il malmène ses personnages et on n'a pas forcément
la fin qu'on espérait, ou la fin qu'on attendait, ou la fin auquel on est habitué, voilà, enfin, moi en tout cas, il a révolutionné mon univers livresque en me faisant aimer des romans où j'étais triste et où je les finissais pas comme on aime bien, enfin voilà. Donc du coup, c'est top. Et donc, on a dû attendre très très longtemps avant qu'il sorte un nouveau roman. Donc maintenant, c'est chose faite. J'avoue que quand j'ai vu la couleur de la couverture, je me suis dit, ah non, mais bon. Du coup, j'avais pas commandé sur le grand méchant, ni en librairie. J'attendais en me disant, ah mais quand même, la couverture, voilà, elle est jaune. Et des fois, je me dis, si j'attends, quand ils vont le sortir en poche, ils choisiront peut-être une autre couleur, et voilà. Et puis finalement, hier, quand je l'ai vu dans les étals des livres du supermarché, j'ai pas su résister, et hop là, il a sauté dans mon caddie. Et donc, celui-là, je vais pas vous dire que je vais le lire tout de suite, parce qu'en fait, après, il faut tellement attendre longtemps, voilà, on a tellement attendu avant de l'avoir que j'ai pas envie de le lire trop vite, un peu comme les Harry Potter à l'époque, où je me jetais dessus, et pourtant je les ai découverts, j'étais âgé par rapport à la plupart des personnes qui ont découvert les Harry Potter, et malgré mon âge avancé lors de cette découverte, je dévorais les Harry Potter à peine ils étaient sortis, je me précipitais, je les achetais, sauf que je les dévorais en 3 jours, voire moins, et après il fallait attendre longtemps avant d'avoir un nouvel épisode et la suite, quoi. Donc là, ça peut faire un peu pareil, j'ai pas envie, donc voilà. Mais il va être lu quand même assez rapidement, parce que c'est Mathias Coping et que j'ai hâte de replonger dans son univers qui est pas, c'est pas les bisounours, quoi. Donc là, ça parle des cartels de drogue, voilà. Et donc, ça nous dit derrière, je lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de bien trop en savoir, mais c'est le premier volet d'une partie d'échecs dévastatrice qui débute au Mexique pour se déployer dans le monde entier. Cartel 10-11, les bâtisseurs confirment le talent hors norme de Mathias Copling, devenu en 2 livres cultes, Les démoniaques et le manufacturier, une figure reconnue du roman noir français. Donc voilà, là ça commence au Mexique. Je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose de bien noir, bien violent, oui, mais bon, voilà. Et j'adore. Donc, j'ai un petit nouveau dans ma pile à lire, mais celui-là, c'était obligatoire. Et avant d'arriver au rayon où il était, je déambule, et là, je vois celui-là. Journal d'un marque-page de Thierry Fresne chez J'ai lu. Mais regardez-moi cette couverture magnifique. Et je crois que je l'avais vu passer déjà pour la couverture, je ne sais plus où. Sur TikTok ou sur Instagram. Non. Je me demande si c'est pas sur TikTok, sur le compte de... alors je crois que je vais écorcher son nom, mais c'est Julia. Donc c'est G-I... Je crois qu'il y a 2 I, 2 I de U ou un I de U. Je sais plus. Enfin, je vous remettrai en quelque part par là, comme d'habitude, le nom si je retrouve. Je crois que c'est chez elle, je suis pas sûr, je vérifierai aussi, hein, voilà, parce qu'elle avait reçu des livres de chez J'ai lu, et il y avait la couturière de je sais plus quoi aussi, la couverture. Enfin, les couvertures sont très très jolies, et je crois qu'il y avait celui-là, je l'avais vu passer là-bas, je me suis dit tiens, et donc là je le revois en vrai. Oh. Et donc, j'ai pas lu le résumé derrière, en fait, j'ai commencé à lire l'avant-propos et la première page, je crois. Et j'étais, la plume est très belle, déjà, rien que là. Donc, en fait, au lieu de vous lire le résumé, remarque, en même temps, le résumé, c'est pas un vrai résumé,
mais ça coïncide un peu avec l'avant-propos. Donc, ce journal a pour auteur l'un de ses fidèles compagnons de lecture que sont les marque-pages. Acquis par la douce Flore lors d'une visite au musée Gustave Moreau, notre signé va connaître les enchantements et les états d'âme d'un sujet soumis à la volonté de sa lectrice. Des pages glacées de l'annuaire aux millefeuilles de guerre et paix, ces tribulations littéraires nous offrent un miroir inattendu dans lequel chacun pourra contempler, comme pour la première fois, le sentiment amoureux qu'il entretient avec les livres et se pardonner d'être un lecteur versatile, parfois paresseux, souvent exclusif, pourvu qu'il n'en soit jamais rassasié. Et alors moi je trouve ça très drôle. J'en ai pas lu beaucoup. Je l'ai commencé dans le supermarché, je l'ai pris, les premières pages m'ont conquise déjà par le ton et les images directes qui viennent quand on lit. Et je l'ai emmené avec moi hier après-midi, puisque ma fille avait deux matchs de volley. Donc ça nous a pris tout l'après-midi. Et je pensais bien l'avancer beaucoup, pendant les pauses, mais en fait, il y avait un décalage de match et il y avait aussi l'équipe de garçons qui jouait. Alors, c'est les moins de 18, enfin les plus âgés. Alors, non pas que ce soit parce que ce soit des garçons que voilà, mais ils sont plus âgés, donc la construction du jeu est plus belle, je trouve. On dirait des danseurs, ils sautent, ils construisent des attaques, enfin bref, c'est un plaisir à regarder. Et du coup, comme il y avait un décalage, pendant les pauses entre les sets de ma fille, il y avait les garçons qui jouaient, donc ça a un peu ruiné mon programme de lecture de l'après-midi. Je l'avais emmené en me disant je pourrais lire pendant les pauses, machin. En fait, bon, j'ai moins lu que ce qui était prévu, mais j'ai quand même beaucoup aimé la façon dont le marque-page nous parle et nous interpelle sur certains sujets. Et donc, là, il y en a quelques-unes qui ont été marquées là. Genre, je n'ai de lit que de hasard, je ne sais jamais à l'avance où je vais coucher, sera-ce sur la page de garde d'un nouveau chapitre ou bien au beau milieu d'un suspense à ne pouvoir fermer l'œil du désir de connaître la suite. Voilà, et c'est tout comme ça. Il s'adresse, quand on lit, on ne peut que se dire, oui, mais il a totalement raison, en fait, on rentre dans la tête de notre marque-page. Et j'avoue que moi, ce matin, quand j'ai repris l'autre, j'ai regardé mon marque-page, et c'est très con, mais j'ai repensé à ce que j'avais lu. Là, je suis en train de chercher en même temps, parce qu'il y avait tout un passage sur, vous savez, sur le débat, où on met qu'est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on prend un beau marque-page qu'on aime bien, et qu'on met le même, on prend toujours le même qu'on met dans tous les livres qu'on lit. Et là, moi, en lisant ça, je me suis imaginé l'endroit, vous savez, où on garde les marque-pages. Ils sont rangés à un endroit. Si on change de marque-page à chaque lecture, mais dans ma tête, je me suis vu les marque-pages vivants dans le pot, et au moment où on est là, on regarde et on se dit lequel on va choisir pour sa prochaine lecture. Et vous les voyez, les marque-pages qui sont là, moi. Bref, mais voilà. Donc, et c'était là où il explique. Alors, parce que du coup, nous les signés avons, comme les humains, notre noblesse et notre roture. La fine fleur de notre aristocratie, ce sont indéniablement ces rectangles de parchemin enluminés et munis d'un petit ruban noué que vendent certains musées en matière de reliques à l'effigie des grands hommes ou que répandent les abbayes comme vecteurs de propagation de la foi. À l'autre extrémité, le prolétariat est constitué des signés dûment logotypés offerts à profusion par les maisons de la presse aux lecteurs de passage peu soucieux d'en prolonger la vie au-delà du livre qui les accueille, autrement dit le temps d'un voyage en train. Entre les deux se situe la classe moyenne des fidèles et humbles gardiens de la littérature dont je suis, prêts à accompagner une vie entière de lecture pour peu qu'on les y invite. Malheureusement, la matière périssable dont ils sont faits ainsi que l'infidélité de leurs propriétaires ne leur permettent guère d'espérer la longévité nécessaire à ce sacerdoce.
Enfin, hors catégorie, se situent ces marque-pages à clips en métal doré qui vous pincent le papier à la manière des trombones et qui s'apparentent à des articles de bijouterie. Leur flatteuse silhouette a tout de la concurrence déloyale. J'allais oublier les parias que sont tous ces objets détournés de leur fonction pour servir de bornes livresques, tels les tickets de métro, les morceaux de journal, les allumettes, les cure-dents, ou que sais-je encore, peuple indigne de sous-signés intérimaires qui gâchent le métier. Ce qui m'amène à évoquer ici, hors catégorie, la pratique délinquante et outrageuse qui consiste à corner une page pour en faire le plus voyant des rendez-vous, avec cette détestable habitude de lecteur petit poussé qui n'aurait pas grandi. Il n'y va pas seulement de l'intégrité des ouvrages à laquelle est porté un coup notable car réitéré, mais de la dignité du lecteur qui s'abaisse à signaler aussi grossièrement à ses successeurs la cadence de son cheminement. Voilà, bref, moi, je m'éclate. C'est drôle. Voilà, donc j'adore. Après, quand j'ai rentré dans Babelio, voilà, je vais y arriver, ce titre-là, j'ai regardé un peu les notes. Alors, enfin, non, j'ai pas regardé un peu les notes, j'exagère. J'ai vu qu'il avait. Alors, pas tant de lecteurs que ça, pardon, mais je pense que c'est parce que il est sorti en poche il n'y a pas longtemps, et puis je ne l'avais pas vu en passer en grand format, donc je n'ai pas regardé avant s'il existait en grand format. Et je pense que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de lecteurs, du coup la note, il y a des 5 et des 4, et j'ai vu quelqu'un qui a mis 2 en disant que il avait trouvé ça bien au départ et qu'après il avait trouvé ça un peu redondant et comment il a mis pompeux pour rien. Bref, voilà. Donc c'est à voir si par la suite ça continue, mais pour l'instant, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces histoires racontées de façon originale, un peu comme il y a un petit roman, et je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai à la bibliothèque, ou je l'ai emprunté à la bibliothèque, que j'ai pas lu, hein, que je l'ai rendu sans avoir le temps de le lire, mais je crois que c'est Les Mémoires d'un chat, qui est toujours dans ma liste à lire, et que ça se trouve j'ai, que je ne sais plus, où l'histoire est racontée par les yeux extérieurs, le narrateur c'est le chat qui raconte, voilà, et donc c'est parfois très drôle, après il faut qu'il y ait quand même une vraie histoire derrière, donc là pour le coup, euh, je vous dirai plus tard s'il y a une histoire. En attendant, pour l'instant, je trouve ça très drôle de suivre. Et c'est vraiment comme un journal parce que, vous voyez, il y a des... C'est là, hop, il met des dates. Donc c'est vraiment tout petit, comme vraiment un journal, comme des petites phrases qui pourraient dire, voilà, il y a des fois, c'est rien à signaler si la page, mais ne suis-je pas fait pour cela. Enfin, bref, voilà, il ne s'est rien passé dans sa vie, suivant si la lectrice, elle l'a pris, ou elle a posé son livre depuis longtemps, et puis qu'elle n'a pas repris, enfin voilà. Et donc, je trouve ça très drôle pour l'instant, à voir par la suite si le ton et l'humour restent comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc je vais vous laisser là pour l'instant, et puis moi je vais retourner à ma lecture de La colère de Essa Cosby, comme ça, avec un peu de chance. Et en même temps, j'ai rien prévu de spécial cet après-midi, mais bon, voilà, je vais tricoter, faire du point de croix devant des vidéos YouTube ou devant la suite de Yellowstone. Voilà, donc je ne sais pas, mais voilà, j'espère bien pouvoir revenir vous voir demain matin, vite fait avant de partir au travail, pour enregistrer le dernier bout de ce vlog finalement. Et peut-être qu'il y aura mon avis final sur cette lecture si je l'ai fini d'ici demain matin. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, donc on est mardi 19 novembre et je viens clôturer ce vlog en vous disant que j'ai terminé hier matin La colère de Essa Cosby et c'est trop bien. Le rythme est bon, enfin, vraiment, voilà, tout se passe
sur un rythme continu d'action, un peu comme dans un film, ce que je vous disais de Quentin Tarantino. C'est vraiment très dynamique. J'ai même préféré celui-là au premier, Les Routes oubliées, parce que le thème du racisme et aussi de l'homosexualité et de la façon d'accepter les autres qu'il y a derrière me plaisait mieux, on va dire. Voilà, j'avais déjà beaucoup aimé Les Routes oubliées, mais celui-là, je l'ai trouvé encore plus émouvant et voilà. Mais c'est le même schéma avec de l'action et bon, forcément, il y a de la violence et des trucs un peu gore, mais voilà. Donc, si vous ne connaissez pas S.A. Cosby, je vous invite fortement à le découvrir. Moi, il me reste son dernier roman, Le sang des innocents, dans ma pile à lire. Alors, je vais attendre un petit peu avant de le lire, mais comme ça laissera le temps de traduire les autres et d'avoir moins de temps entre les parutions, en espérant qu'il en sorte un autre. Alors, j'espère, mais voilà. Mais en tout cas, celui-là était très bien. Il n'y a pas de... Parce que bon, je vous ai déjà parlé avant et je vous disais déjà que j'aimais bien, mais il n'y a pas eu de déception sur la fin. Voilà. Des fois, il y a ça, ça retombe un petit peu, et là, non. En fait, du début à la fin, on est dedans, c'est bien, et ça nous emmène, voilà. Alors, c'est pas comme un polar, et il n'y a pas un dénouement de malade qui nous scotche, mais c'est un roman noir qui est hyper intéressant à lire et rythmé du début à la fin. Enfin, bref, on passe un très beau moment de lecture. Ensuite, j'ai commencé hier, du coup, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton chez 10-18 c'est la lecture commune du club Mystère à la page sur Book Club App, enfin bookclub.fr, parce que Book Club App c'est sur Instagram, et c'est aussi le titre que j'avais choisi pour la 3e semaine, je vais y arriver, première, deuxième, non, 4e, oui, parce qu'il y a 5 semaines cette année pour novembre, enfin un mini bout. Bref, c'est la lecture de cette semaine pour le Black November de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Il fallait donc le titre avec un mot qui relève du champ lexical de la mort. Voilà. Et cette mort d'Evelyn Hardcastle, on est à fond dedans. Voilà, j'ai commencé hier, j'ai lu 70 pages. Le style est sympathique, ça se lit bien. C'est assez au début, voilà, il y a beaucoup de personnages, donc puisque on est dans pas un château, mais un truc un peu à Downton Abbey. Il y a les domestiques, il y a les propriétaires et les invités qui arrivent, et voilà. Donc c'est un peu compliqué de mettre tout le monde à sa place, mais ça se fait. Là, on suit. Alors, c'est ça qui est un peu particulier et qui m'a un peu surpris, mais parce que sur la 4e de couverture, on nous parle d'un personnage qui a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin, et il n'est pas encore apparu. Mais là, pour l'instant, à la page 70, Evelyn Hardcastle, elle est encore vivante. Donc, voilà. Mais ça commence un peu bizarrement avec un des personnages qui se réveille dans la forêt et qui voit une jeune femme se faire... il suppose qu'elle se fait tuer, sauf que personne ne connaît cette personne. Donc il est un peu perturbé. En même temps, bon, apparemment, il s'est pris un coup de gourdin sur la tête. Donc voilà. Lui, il est un peu perturbé, et pour l'instant, on est avec lui et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est un peu fouillis. On n'est pas enfin fouillis. Non, faut pas que je dise ça parce que c'est pas fouillis, c'est pas vrai. C'est perturbant parce que il y a plein de personnages et le temps que l'histoire se mette en place. En même temps, il y a 500, ouais, presque 600 pages. Donc
il faut mettre en place l'intrigue et ça prend un peu de temps, mais voilà, ça va se faire en tout cas. Le style est fluide, c'est agréable à lire, donc voilà, je vous en dirai plus évidemment dans le prochain vlog. Et j'hésite à commencer celui-là pour le lire à la maison et réserver l'autre pour mes trajets en train. Donc c'est 11% de Maren Utog. Parce que c'est une nouveauté de la médiathèque et que là on est mardi, donc ça fait déjà 10 jours que je l'ai emprunté et il me reste donc 10 jours d'emprunt et les nouveautés on ne peut pas les renouveler. Donc si je ne l'ai pas fini pour la date où je dois le rendre, soit je dépasse et voilà, soit je le rends mais je ne peux pas le renouveler. Voilà. Donc j'hésite à le commencer maintenant pour le lire un petit peu chaque jour pour avancer dessus et avoir une chance de l'avoir fini pour la date où je dois les rendre. Et donc on est dans une dystopie, dans un monde où le patriarcat est réduit à 11%, puisqu'il n'y a plus que 11% d'hommes qui ne servent aux femmes que pour assouvir leurs plaisirs et la reproduction et tout ça. Jusqu'à ce qu'arrive un homme, un jeune garçon qui va un peu bouleverser l'univers établi. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si je vais le commencer ou si je vais attendre d'avoir fini. Vous verrez ça dans le prochain vlog, puisque je vais m'arrêter là. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur mes lectures ou n'importe quoi d'ailleurs, pour me parler de vos lectures à vous, ça me fera plaisir. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.